autonomisation, on n'est pas seulement dans une autonomisation économique, mais une autonomisation également psychique, morale, politique, intellectuelle, et même dans tous les domaines de la société religieuse, familiale, tout ce qu'on a dit, pour savoir que la femme n'est pas seulement celle-là qui doit être là pour accompagner l'homme, non. Elle est là pour l'accompagner, c'est vrai, mais tout en revendiquant sa place. Tandis que derrière un grand homme se cache une grande femme, c'est ce qui se dit. Mais pourquoi devrait-elle être derrière? Il faut que nous, femmes, nous soyons dans une cohésion et dans une entente qui fasse en sorte que nous ne sommes pas là pour nous concurrencer, mais plutôt pour nous assister. Madame Otunga a parlé également du réseautage. Moi, je vais parler de l'intelligence sociale. Lorsqu'on est socialement intelligente, on sait créer et entretenir son réseau. On sait créer de la proximité avec des personnes qui nous nourrissent intellectuellement, des personnes auprès de qui on peut apprendre, des personnes auprès de qui on peut renforcer ces valeurs-là qui nous propulsent. Parce que lorsqu'on parle de compétences, c'est des compétences de vie. Donc, merci beaucoup, DG Otunga, pour votre intervention. Je voulais quand même, vous avez parlé de l'exemple de la Guinée, du Burkina Faso, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Et de mon constat, dans ces pays-là, les femmes ont une certaine facilité à fédérer autour d'un objectif commun ou d'un projet commun. Elles ont cette facilité-là à pouvoir se mobiliser, à défendre une cause. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas ici chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle est la situation ici chez nous? Et selon vous, quel est le fait qui pose problème? Pourquoi est-ce que la sororité n'est pas le maître mot entre nous? Pourquoi nous avons parfois du mal à nous soutenir en tant que femmes? Et ce n'est pas une particularité gabonaise, mais dans l'Afrique centrale, on l'observe de plus en plus. Mais vous allez voir deux hommes qui ne s'entendent pas en réalité, qui ne partagent pas les mêmes valeurs, mais qui peuvent coaliser pour un intérêt commun. Donc, lorsque les femmes vont comprendre que c'est toujours une personne qui t'emmène. Voilà pourquoi dans les relations, il y a 3 types de relations. Il y a les relations d'ordre général, des gens qu'on rencontre, bonjour, bonjour et tout. C'est pour ça qu'il faut toujours être bien avec les gens. Même rien que le bonjour. Parce que vous ne savez pas où cette personne va se retrouver, là où on devra décider pour vous. Il y a des relations aussi saisonnières. Parfois, des personnes sont autour de nous pour un but bien précis. Et quand les personnes partent, il faut accepter que les personnes partent parce que la mission est terminée. Mais il y a ce qu'on appelle les relations de destinée. Toi-même, tu sais que la personne là peut m'introduire là. Même si, vous savez que les personnes qui sont en position de pouvoir sont des personnes stressées. Quand tu vois la personne, tu ne sais pas ce qu'elle est en train de gérer en amont. Mais toi, tu vas penser que non, la personne, elle est méchante. Non, c'est parce qu'elle a des dossiers importants qu'elle est en train de gérer et il y a une sorte de pression. Mais toi, ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu sais que la personne là est là où on décide. Tu as l'obligation de collaborer. Quand les femmes auront compris ça, qu'on peut se mettre ensemble pour une cause commune, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de dépasser les émotions, de dépasser certains obstacles, parce que nous avons une vision, nous avons un objectif à atteindre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vraiment, je remercie l'engagement des unes et des autres de se dire, dans le programme de mentorat, je peux puiser cette bouteille d'eau. Tu viens, tu puises. On ne vit pas ensemble. Chacune vit chez elle. Mais pour un temps, puisque je voudrais avoir, nous, pour en arriver là, nous avons été mentorés. Mais dans les programmes de mentorat, le mentor, il ne blague pas. Le mentor n'est pas l'ami du mentoré. Le mentor cogne.
Le mentor te fait passer par des épreuves pour savoir si tu es une personne loyale ou fidèle. On ne travaille pas. Hein, je pense que ce sont les femmes qui sont en politique qui peuvent vous le dire. Avant d'être une personne proche dans l'arène du pouvoir, ce n'est pas tout le monde. On va te faire passer par des preuves, des tests, des épreuves. Donc c'est à nous les femmes de comprendre que lorsqu'on rentre dans ce domaine-là, d'accord, on doit faire des efforts de nous surpasser parce que nous avons quelque chose à apprendre. Nous avons quelque chose à nouer pour que quelqu'un te fasse confiance. N'oubliez pas ça, les femmes. C'est une personne qui t'introduit. Toujours. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire ici qu'à chaque femme qui a pris la décision, qui ressent en elle l'appel, hein, parce que c'est aussi un appel à candidater, de se dire qu'aucune chance ne lui sera donnée si elle ne se donne pas elle-même les moyens d'atteindre ses objectifs. Qu'on ne lui fera pas la part belle parce que c'est une femme et que les hommes en face sont sans pitié. Ok, ils ont plein de coups bas et ils vont essayer de vous intimider simplement parce que vous êtes une femme. Donc, il faut en avoir dans la bouteille et ne pas avoir peur parce que c'est malheureusement encore le cas dans notre pays. On part du principe que vous avez déjà préparé votre campagne, vous connaissez bien votre circonscription électorale. C'est vrai que de façon générale, nous avons tous un peu les mêmes problèmes qui sont propres à notre pays. Mais chaque circonscription a ses problèmes spécifiques. Et c'est sur l'aspect spécifique que vous devez souvent mettre un accent. Et donc, pour votre l'aide-mémoire, c'est un peu un passage en revue de toutes vos stratégies depuis le départ que vous avez déjà implémentées. Donc, il faut définir vos objectifs. Savoir quels sont les objectifs que vous voulez atteindre tout au long de votre campagne. Il faut lister des éléments clés, notamment le message. Quel est votre message à vous particulièrement? Je suis Stéphanette Andong, je me présente dans tel arrondissement. Qu'est-ce que je propose qu'une autre ne propose pas ou qu'un autre ne propose pas? Qu'est-ce que j'ai identifié qui soit particulier à cette circonscription-là auquel je peux apporter des solutions? Après, il faut pouvoir identifier sa cible. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que vous avez touché, par exemple, vous voulez toucher les femmes, les jeunes? Est-ce que vous avez touché les personnes âgées? Est-ce que vous voulez interacter aussi avec les personnes? Vous avez intégré les personnes vivant avec un handicap. Il y a toutes ces strates-là de la circonscription dont vous devez tenir compte et avoir un message qui leur parle. Parce qu'à la fin de la journée, ce que les personnes ont besoin de savoir, c'est que, oui, Madame Andong, vous êtes candidate, mais pour parler comme au quartier, nous, on gagne quoi dans cette histoire? On gagne quoi? Donc, il faut leur dire, moi, je vais par exemple mettre en place des rampes pour les personnes vivant avec un handicap. Il n'y en a pas dans l'arrondissement. J'ai regardé à la mairie, j'ai regardé dans tel magasin, il n'y en a pas. Donc, ce sont des messages que vous pouvez développer. Après, il faut avoir vos propres tactiques, surtout pour nous les femmes. Nous sommes la femme, les femmes, nous sommes des mères. Donc, il y a ce qu'on appelle le doigté féminin. C'est pas la séduction, hein, c'est pas la même chose. Mais c'est avoir cette approche maternelle, cette sensibilité qui est intrinsèque à toute femme, que vous pouvez toucher et utiliser pour toucher votre électorat. Cela me rappelle, il y a quelques années, c'était la femme du président Kabila, Olive Kabila. Cette dame-là rentrait dans les maisons du peuple congolais. Elle allait laver les bébés, elle faisait des choses, elle achetait des layettes. C'était sa façon à elle de toucher les cœurs des gens pour son mari, alors qu'elle aurait pu même être une bonne femme politique, hein, parce qu'à la fin de chaque action qu'elle menait, les actions de proximité, elle disait toujours « tout ceci n'était pas possible sans mon mari ». C'est comme ça qu'elle a réussi à faire gagner à son mari l'amour du peuple congolais. Donc c'est un exemple, moi personnellement, qui m'a touchée. Je pense qu'on peut explorer ces voies-là. Plan de campagne. Il est important quand nous allons dans une campagne, mais je pense que celles qui auront beaucoup de problèmes, c'est celles qui vont se présenter en indépendant. Vraiment, c'est elles, parce que si c'est la première fois, ce sera vraiment très laborieux. Par contre, celles qui sont déjà dans des partis politiques, c'est plus organisé. Déjà, dans votre plan de campagne, vous devez déjà vérifier votre dossier. Le dossier, il y a des éléments importants dans le dossier
que vous devez mettre. Parce que pour un manque d'un élément dans le dossier, votre candidature peut être rejetée. Donc, votre dossier doit être scrupuleusement vérifié et revérifié. Ce que les partis politiques n'ont pas, parce que dans les partis politiques, nous avons une structure qui est déjà bien organisée. J'ai eu justement à être dans cette structure où nous vérifions tous les dossiers avant de les déposer. Donc, ils ont vraiment cet avantage-là. Et dans le plan de campagne, par exemple, vous, en ce moment, vous devez déjà être en train de vérifier qui sont vos électeurs. Vous devez les chercher dans vos localités ou le lieu de vote. Donc, ça fait partie déjà dans le plan de campagne. Dès qu'on ouvre les inscriptions, qui va voter pour moi? Donc, cette période où nous sommes, vous devez être déjà partout, dans tous les quartiers, pour chercher à faire inscrire des gens, faire déplacer des hommes, des femmes, des jeunes, pour les faire inscrire pour qu'ils votent pour vous. Parce que vous n'allez pas aux élections pour dire qu'on va me voter. Non. Vous devez chercher déjà à faire inscrire. Les gens sont déjà choisis pour voter pour vous. Ce que les partis politiques n'ont pas, parce qu'ils ont obligation de voter pour la liste ou pour le candidat de leur parti. Donc, dans les partis politiques, il y a une discipline un peu militaire. Tu veux ou tu veux pas, elle te plaît ou elle te plaît pas, c'est son bulletin. Parce que tu vas dans la loyauté, tu t'es engagé pour être loyal. Donc, même si tu ne vas pas voter celle que ton parti a choisie, ce n'est pas bien. Parce que tu n'es plus loyal, tu t'es engagé dans un parti politique, tu dois suivre la discipline du parti. Par contre, celles qui vont être indépendantes, c'est maintenant qu'il faut chercher vos électeurs, il faut les déplacer, il faut les sensibiliser. Même aussi ceux qui sont dans les partis politiques peuvent le faire, mais ce sera moins laborieux. Dans votre plan de campagne, vous devez penser, Madame Stéphanette a abordé beaucoup de points qui rentrent pratiquement un peu dans ce que je vais dire aussi. Dans votre plan de campagne, vous devez préparer votre prise de parole. La prise de parole d'un indépendant est différente dans un parti politique. Dans les partis politiques, nous avons les éléments de langage. Donc, on vous forme déjà, vous sortez déjà avec les éléments de langage, les orientations, parce que le parti lui-même a une mission. Il veut gagner quelque chose, il va vers quelque chose. Donc, par contre, vous qui êtes indépendant, vous devez travailler sur la mission. Tout à l'heure, Madame l'Honorable a parlé de la mission. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus en étant dans le conseil, en vous présentant dans les élections législatives? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Donc, il y a ça aussi. Et puis, vous devez pouvoir... si vous, dans votre arrondissement, vous avez par exemple 23 quartiers, le temps est court. Comment vous allez vous organiser? Il vous faut un plan stratégique. Vous ne pourrez pas faire les 23 quartiers. Par exemple, là je parle de mon arrondissement qui est venu en tête, mais vous devez savoir comment vous devez organiser, comment on appelle ça, un agenda de descente de terrain. Et avec ça, vous devez aussi ajouter des porte-à-porte. Les porte-à-porte, c'est plus restreint. C'est une famille, c'est une maison. Mais par contre, quand vous voulez faire des meetings où vous devez recevoir plusieurs personnes, même ceux qui ne vont pas voter pour vous, vous devez les inviter. Alors, quelques points rapidement. Lorsqu'on parle de prise de parole en public, cela suppose qu'il faut avoir une certaine confiance en soi. Parce que se mettre devant du monde, même lorsqu'on n'a que 10 personnes en face, et tenir un propos, on va dire, cohérent, ça demande d'avoir confiance en soi. Donc, pour moi, le premier élément, lorsqu'on parle de prise de parole en public, c'est la confiance en soi. Et ça se travaille. Il y en a qui naissent peut-être avec ça, ils sont confiants, et il y en a qui l'acquièrent au fil du temps avec des exercices. L'autre élément qui est essentiel lorsqu'il faut prendre la parole en public, c'est la préparation. Croyez-moi, l'improvisation, c'est pas pour tout le monde. Et ça ne réussit pas à tout le monde. Donc, il est toujours essentiel de préparer sa prise de parole, avoir un pense-bête. Ça peut être votre téléphone où vous avez noté vos points clés, notamment les points sur lesquels vous allez intervenir. Ça peut être un carnet. Croyez-moi, ce n'est pas être nul que de venir sur un panel comme celui-là avec une feuille
ou avec un carnet ou un téléphone. Non. Au contraire, cela prouve que vous vous êtes préparé et vous n'allez pas dire n'importe quoi. Et un autre élément essentiel de la préparation, on peut avoir des trous de mémoire, ça arrive. Si vous n'avez rien noté, alors là, vous êtes mal barré. Alors que si vous avez votre pense-bête devant vous, il vous suffira de regarder et tout de suite de retrouver le fil de vos idées. Donc, la préparation est essentielle pour les candidates et pour les femmes leaders en général que nous sommes. Un autre point, je crois que c'est Madame Andong qui l'a évoqué, c'est de faire un feedback constructif. Ça veut dire que lorsque vous intervenez, il est essentiel à la fin de votre intervention, n'est-ce pas, de demander. Ça peut être à quelques personnes que vous aurez identifiées, sinon à quelqu'un de votre équipe qui est chargé d'avoir des retours, de savoir ce que votre auditoire a pensé de votre intervention. Et il y en a qui le font même aussitôt, dès qu'ils ont terminé, dans le cadre des échanges, ils leur demandent est-ce que l'objectif de ma communication a été atteint, est-ce que le message est bien passé. C'est une manière de savoir sur quel point il faudra davantage insister si jamais vous devez à nouveau vous adresser à cet auditoire-là. Donc c'est le feedback constructif. Et un autre point, c'est l'interaction avec votre public. Vous allez animer des campagnes électorales. Ne venez pas faire des monologues. Je vous le déconseille. Ne faites pas des monologues. Organisez des rencontres interactives. Donnez la parole à votre auditoire. Demandez-leur, par exemple, avant même de commencer, quelles sont leurs attentes. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Et ça vous permet à vous d'affiner, n'est-ce pas, votre speech. Je vais terminer avec un élément qui est très important lorsqu'on parle de communication, parce que communiquer, c'est parler, c'est passer des messages. Ce sont les 3 V. Et une étude a prouvé qu'en communication, si on prend, on va dire, un camembert qui représente 100%, on a les 3 V qui sont répartis comme suit. Le verbal, qui représente seulement 7%. Pourtant, on parle de prise de parole, ça suppose qu'on parle, mais selon les spécialistes, le verbal ne représente que 7%. Ensuite, nous avons le vocal. Le vocal, c'est la voix. Je suis en train de parler, vous m'entendez. Mais il est important d'avoir des modulations, des intonations. Le message ne doit pas être, enfin, on va dire l'intonation ne va pas être la même du début à la fin. Lorsqu'on est dans une campagne, on a des périodes où on dit quoi, on chauffe un peu, il y a des slogans. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Et lorsqu'il s'agit maintenant d'aller dérouler votre projet de société ou d'aller au fond, n'est-ce pas, du message qui vous emmène devant ces personnes-là, vous allez avoir une autre intonation. Ça va descendre un peu. On est un peu plus sérieux parce que là, on va maintenant parler de ce qui concerne les personnes qui sont venues vous écouter. Si je vous invite à vous positionner, c'est parce qu'il y a cette loi sur la décentralisation. Les femmes ne doivent pas être marginalisées dans cette loi. Il faut que nous soyons nombreuses dans les bureaux départementaux et communaux. Il faut que nous puissions participer au développement communautaire de nos localités. Il y a de l'argent qui sera en jeu. Que les hommes ne prennent pas tout l'argent. Il faut que les femmes aussi puissent avoir quelque chose, et même beaucoup, parce que nous avons beaucoup de projets. Il y a beaucoup de femmes qui ont l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire la politique. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui devient riche en politique. On s'appauvrit énormément. Surtout que nous, les femmes, souvent, nous n'avons pas un matelas sur lequel nous pouvons nous coucher. Ce sont nos petites économies ou nos salaires, alors que nous avons à la maison des enfants, des petits-enfants, et nous avons aussi la famille. Donc, j'encourage une nouvelle classe de femmes entrepreneurs pour que vous puissiez vous aussi être sur tous les marchés là, que vous puissiez être dans les chantiers de construction. Hein? Il y a l'agriculture qui est là. Souvent, quand j'en parle, on me dit « Oh oui, ben, on ne va pas retourner à la plantation. » Ce n'est pas la plantation. C'est mieux organisé. Vous pouvez vous constituer en coopérative. Parce que lorsque vous avez votre agrément et vous êtes plusieurs, vous pouvez avoir des montants importants pour pouvoir vous organiser. C'est dommage qu'aujourd'hui, on n'encourage plus les femmes
à compétir entre elles pour que la meilleure soit récompensée. La compétition n'est pas toujours négative. C'est la compétition qui fait souvent en sorte qu'on s'améliore, qu'on devienne meilleur. Donc, même en politique, il ne faut pas dire, bon, comme l'autre a déjà parlé, moi je ne dis rien. Non, chacune de nous a quelque chose à dire. C'est pour cela que vos voix doivent porter. Vous devez aller de quartier en quartier ou de village en village, demander aux femmes d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et d'être présentes aussi sur les listes aux élections législatives et locales. Les femmes sont présentes déjà parce que nous sommes d'abord des citoyennes. Nous sommes des membres des partis politiques. Nous sommes des membres des organisations de la société civile. Nous sommes des électrices. Nous sommes des candidates. Nous sommes des maires. Nous sommes des membres de comités de campagne. Nous sommes tout en fait. Donc, nous avons besoin d'être capacités. Que l'on soit candidate, c'est une très bonne chose. On peut aussi être dans le comité de campagne d'une candidate ou d'un candidat qu'on considère comme défenseur des droits des femmes. Ça veut dire qu'on va influencer son programme de campagne pour dire la question du genre, on a dit tout à l'heure que nous sommes vraiment en mission. Donc, la présence aussi de nos aînés ici, c'est pour rendre hommage à toutes ces femmes qui ont œuvré pour que nous ayons des réformes qui nous donnent aujourd'hui le droit de nous lever pour dire nous pouvons être candidates. Nous ne pouvons pas oublier également le chef de l'État qui a été sensible pendant toute la période de la transition et qui a pu accorder ces opportunités aux femmes qu'aujourd'hui nous sommes en train de réclamer. Et la première dame qui a été également notre alliée, parce qu'elle, pendant longtemps aussi, dans le secret, elle a travaillé. Donc, nous sommes maintenant face à notre destin de femme. Nous avons réclamé, nous avons eu des réformes. Maintenant, nous devons passer à l'action. Et c'est l'objet vraiment de notre rencontre ici. Je vais à la suite des autres très rapidement. On va vous partager ce document. Juste pour passer en revue ce qui s'est dit. Donc, on a compris que pour la campagne, il faut la préparer. Donc, il faut faire des recherches sur notre siège ou les recherches sur l'électorat. On peut le faire pour nous en tant que candidate ou en tant que membre du comité de campagne ou en tant que citoyenne et électrice. Nous devons organiser la campagne, la mise en place de l'équipe de campagne. Vous voyez qu'avec ces rudiments, vous pouvez désormais être à l'aise dans une équipe de campagne. On doit élaborer le message, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, assurons-nous que dans chaque message, la question du genre, la question des jeunes a été prise en compte. L'élaboration du plan de campagne, il faut un plan parce que les femmes, on est habitués, comme on fait le bouillon, on met un peu, on ne planifie pas. Ça, c'est un peu l'erreur des femmes. Oh, je connais, je sais faire le bouillon. Non, vous voyez chez les Occidentaux, même le bouillon, on a bien dosé. Telle quantité d'huile, c'est pas qu'on met comme ça et tout et tout. Donc, la campagne aussi, c'est comme ça. Soyons organisés, les choses bien planifiées. Ensuite, lorsqu'on a, dans le plan de campagne, évidemment, quel est notre but, la stratégie, les activités, les moyens, le calendrier. Ensuite, la confection du budget de campagne. Est-ce que nous savons combien? Parce qu'il y a une disposition qui parle des comptes de campagne. Donc, ce n'est plus, vous voyez, il faut s'assurer quel est le budget, les frais de location du local, les téléphoniques, tout ce qu'il faut. Il faut tout évaluer pour ne pas être surpris. Et les frais divers. On a parlé tout à l'heure qu'il y a la gestion de l'électorat n'est pas mathématique. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut gérer en offre. Malheureusement, ce sont nos réalités. Ensuite, il y a conduire sa campagne électorale, le comportement de la candidate. Pendant cette période-là, tu dois être... il faut travailler ça. La candidate gagnante, donc il faut se mettre dans la peau de celle qui veut gagner. Parce que même là, avec les dossiers, beaucoup de femmes ont déjà abandonné. Oh, c'est trop long. Oh, on me demande tel document. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je n'ai pas l'argent. Maman, on te dit la résilience. Même si c'est 30 fois, 50 fois, tu vas, tu reviens, on te fait attendre. C'est ce qui caractérise vraiment l'audace, c'est ça. C'est aller jusqu'au bout.
ce n'est pas d'abandonner à la première difficulté. Le rôle de la candidate, on va rentrer dans les détails, le travail que tu dois faire, la stratégie, on a dit, le suivi et l'évaluation de la campagne électorale. Au fur et à mesure, il faut évaluer. Est-ce que ça évolue dans le bon sens ou alors qu'il y a des blocages et il faut des réglages. Donc, c'est vraiment important. Tout ce qui est financier, les dettes, il faut aussi faire des rapports financiers pour qu'à l'avenir, tu saches combien ça va coûter. Il faut aussi avoir des informations sur les adversaires. C'est vraiment très important. Et je voudrais juste terminer par le fait que c'est peut-être un hasard, pas du tout aussi, avec la vénérable Berthe Bokoko, nous avons bénéficié d'un voyage d'immersion au Sénégal et au Bénin. Au Sénégal, c'est la parité intégrale. Ça veut dire que les femmes, nous avons encore du chemin. La parité intégrale, même à l'aéroport, il y a le rang des hommes, le rang des femmes. Un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes. Et ce sont les hommes qui parlent de ça. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à impacter même les hommes. Ce sont les hommes les premiers qui parlent. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui nous parle de... Partout où on est parti, c'était même pas les femmes qui parlaient de ça. Mais les hommes étaient fiers qu'on aille dans les anciens partis comme le PDS du président Abdoulaye Wade ou alors du PASTEF du président actuel et puis de Macky Sall. Ils sont fiers.